André Caspi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste des États-Unis et vous avez écrit en 2012 Barack Obama, la grande désillusion. Est-ce que 4 ans après, vous faites le même constat? Oui, parce que j'ai écrit La Grande Désillusion pour la bonne raison que j'ai été frappé qu'en 2012, il y ait eu un tel enthousiasme pour Barack Obama que la plupart des Français ne connaissaient pas et que beaucoup d'Américains ignoraient. Je pensais que c'était une sorte de, comment dire, d'élan médiatique et que cet élan médiatique ne correspondait pas tout à fait à ce que souhaitait Barack Obama ou surtout à ce qu'il pouvait faire. Et il est évident que le second mandat n'a pas été véritablement très différent du premier, sauf évidemment, je reconnais quelques satisfactions que Barack Obama a pu obtenir, par exemple l'Obamacare, la réforme du système de santé, mais pour le reste, et tout particulièrement en politique étrangère, s'il faut reconnaître que c'est plus que la grande désillusion, Barack Obama n'est vraiment pas sorti grandi de ce second mandat. Ça ne restera pas un grand président pour vous? Alors c'est difficile à dire, vous savez, parce que c'est trop tôt. Oui. Si vous m'invitez de nouveau dans 40 ans ou 50 ans, je vous répondrai plus précisément. Mais il me semble que pour l'instant, ça n'a pas été un très grand président, ça n'a pas non plus été un mauvais président, c'est un président moyen. Parlons d'abord de politique intérieure et d'économie. Quelque chose qu'on peut peut-être mettre au crédit d'Obama, c'est un taux de chômage à 5%. Et on peut regarder, c'est un taux de chômage qui a commencé au début de son mandat, de son premier mandat, à 7,9%, qui a monté jusqu'à 10%. Il a quand même été élu alors que la crise venait d'arriver, et qui maintenant tourne autour de 5%. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle quand même? Oui, chose à mettre au crédit. c'est une très bonne nouvelle pour l'économie américaine, parce que Barack Obama, en effet, est arrivé au moment où la crise battait son plein. Il a investi beaucoup d'argent, il a rétabli une certaine crédibilité des banques et de l'industrie automobile, et cela explique aussi que le taux de chômage est baissé. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a malgré tout dans les classes moyennes aux États-Unis un fort mécontentement parce que beaucoup d'emplois sont partis à l'étranger. Et les emplois qui restent sont des emplois qualifiés, très qualifiés, donc ça suppose que ceux qui voudraient les occuper soient passés par les universités, et les universités coûtent cher, ou bien ce sont des emplois sous-qualifiés, et dans ce cas-là, l'immigration a quand même tendance à les occuper, d'où cette résistance à l'immigration en général et à l'immigration clandestine en particulier. Un autre point fort peut-être de ces mandats, vous l'avez dit, c'est l'Obamacare. C'est une réforme qui a fait beaucoup parler, il a mis beaucoup de temps à la faire passer, notamment au Congrès. Mais regardez ce que disait Bill Clinton il y a quelques jours pendant la campagne. So you've got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have health care, and then the people are out there busting it sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It's the craziest thing in the world. Est-ce que vous le décririez de la même manière, la chose la plus folle du monde, l'Obamacare? C'est-à-dire que ça part de très bonnes intentions, parce que depuis très longtemps, les présidents américains essayaient d'instaurer un système de santé. Alors, Lyndon Johnson, dans les années 60, avait réussi à mettre au point le Medicare pour les personnes de plus de 65 ans et le Medicaid pour les plus pauvres. Et puis, Bill Clinton lui-même, en 1993, avait confié à son épouse, à Hillary Clinton, le soin de préparer une réforme de la santé, et cette réforme a complètement échoué. Alors, si Barack Obama parvient, après beaucoup de difficultés, à faire adopter cette réforme, à la faire légitimer par la Cour suprême, oui, c'est une victoire. Mais l'application elle-même laisse à désirer. Et aujourd'hui, beaucoup d'Américains se plaignent. Mais oui, et ils sont contre, peut-être aussi parce que c'est une réforme qui va à l'encontre peut-être de la mentalité américaine qui est plus quand même basée sur l'individu que sur l'État. On a l'impression que Barack Obama a été très européen finalement dans cette réforme. Nous, en tant que Français, un système de santé pour tous, ça nous paraît normal, mais peut-être que là-bas, ce n'est pas le cas. Non, parce qu'on l'a accusé d'être socialiste, ce qui, aux États-Unis, n'est pas un C'est compliment. une grave insulte. Donc, ça veut... Et puis, d'un autre côté, le système est très, très compliqué.
Donc je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail parce qu'il faudrait plusieurs séances comme celle-ci. Mais cela veut dire que tout compte fait, les prix de l'assurance ont augmenté, les prix des médicaments ont augmenté et beaucoup d'Américains ne sont pas satisfaits, ne comprennent pas le système. Il n'empêche que grâce à l'Obamacare, à peu près 20 millions d'Américains sont désormais assurés contre la maladie, alors qu'avant l'Obamacare, il y avait une quarantaine de millions d'Américains qui restaient sans assurance. C'est ce que dit Bill Clinton. 20 millions sont plutôt contents de cette réforme et le reste paye beaucoup plus. Et au final, ce sont exactement. un petit peu... Et ça explique, si vous voulez, qu'au sein de la classe moyenne, il y ait cette résistance à l'encontre de l'Obamacare. Ceci dit, cette réforme a été également intéressante pour mieux comprendre le système institutionnel américain, puisqu'on a vu que le Congrès était tout puissant aux États-Unis, puisqu'il a bloqué la loi plusieurs fois, il en a vidé une partie de son sens. C'est un régime très différent du nôtre, où le président n'a pas autant de pouvoir peut-être. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le président des États-Unis a moins de pouvoir dans son pays que le président de la République française en France. En politique intérieure. En politique interne et en politique extérieure peut-être aussi. Donc ça veut dire que non seulement le Congrès peut bloquer les initiatives du président, mais encore faut-il que dans chacun des États, il y ait les éléments nécessaires pour appliquer une loi fédérale. Et les États ont la possibilité, là aussi, de freiner la réforme et par conséquent d'empêcher qu'elle s'applique pleinement. Parlons maintenant de politique extérieure. Oui. Il commence son premier mandat dès 2009 avec un prix Nobel de la paix. Alors, il a été très controversé. Il en a parlé il y a quelques jours lors d'une vidéo humoristique faite avec Stephen Colbert, un animateur de talk show. Et regardez ce qu'il dit. Do you have any awards or commendations? Well, I have almost 30 honorary degrees, and I did get the Nobel Peace Prize. Oh, really? What was that for? To be honest, I still don't know. Okay, good. All right. Avec le recul, est-ce que vous diriez que c'était un cadeau empoisonné ? On lui a donné le prix Nobel de la paix en décembre 2009. Il était au pouvoir depuis quelques mois et il s'apprêtait à envoyer un renfort de 30 000 hommes en Afghanistan. Donc ça paraît tout à fait étonnant, incompréhensible qu'il ait bénéficié de cette récompense. Donc c'est pour cela, je crois qu'il a raison de dire qu'il ne sait pas très bien pourquoi il l'a obtenu. Si on fait un bref bilan des années Obama d'un point de vue de politique extérieure, il y a eu la réouverture des relations diplomatiques avec Cuba, 50 ans après. Il y a eu un accord sur le nucléaire iranien. Il y a eu une non-intervention en Syrie. Est-ce que finalement, ce n'était pas l'un des présidents américains les moins bellicistes ? Certainement. Depuis l'après-guerre, on va dire. C'est pas que c'est un président qui n'est pas belliciste, c'est un président qui est favorable au retrait des Américains sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'il pense que les États-Unis ne sont plus ce que Bill Clinton appelait la nation indispensable. Les États-Unis n'ont pas à donner des leçons, n'ont pas à intervenir quand leurs intérêts directs ne sont pas en jeu. En fait, il y a 3 problèmes que Barack Obama n'a pas résolus. Ce sont les relations avec la Russie, c'est ce qui se passe en Syrie et c'est l'accord avec l'Iran. C'est-à-dire que voilà les 3 problèmes qui restent... Aujourd'hui, l'accord avec l'Iran est encore mal perçu aux États-Unis ? Très mal perçu. Très mal perçu. D'ailleurs, je vous signale que Donald Trump réclame son abrogation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce que l'Iran fera, s'il respectera ou non cet accord. On sait que c'est le résultat d'une série de négociations secrètes, que des fonds ont été débloqués en faveur de l'Iran et que ces fonds vont aller à la garde révolutionnaire de Téhéran, c'est-à-dire qu'au fond, cela contribue à exacerber encore les tensions au Moyen-Orient et à donner à l'Iran une place beaucoup plus importante qu'il n'avait auparavant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des critiques qui sont émises à l'encontre de cet accord avec l'Iran. Et quel est l'état de l'opinion américaine justement sur cette stratégie de ce qu'il appelle le smart power, c'est-à-dire on intervient quand c'est intelligent de le faire et on préfère tendre la main plutôt que
que mettre son fusil en joue. Oui, vous n'avez pas tort, c'est-à-dire Mais que... que pensent les Américains de ça? Ils n'ont pas été habitués à autant de diplomatie quand même depuis Non, mais les dernières années. première chose, les Américains ne sont pas passionnés par la politique étrangère de leur pays. Ça, il faut Sauf quand quand même ça le engage dire. leurs enfants dans des conflits lointains. D'accord. Donc ça veut dire que beaucoup d'Américains iraient plutôt dans le sens de Barack Obama. Et je vais vous surprendre en disant ce que je vais dire, mais je suis prêt à le faire, c'est que au fond, entre la position de Donald Trump et la position de Barack Obama, il y a des points communs. Alors évidemment, Barack Obama le dit avec plus de compétences, plus de finesse, plus d'habileté. Mais l'un et l'autre souhaitent le retrait des États-Unis de la scène internationale Pour se concentrer sur... et l'intervention des États-Unis uniquement lorsque les intérêts du pays sont menacés. Et je crois que c'est cela qui caractérise la présidence de Barack Obama. Enfin, en ce qui concerne la Syrie, je crois qu'il y a là une chose qui est évidente, c'est qu'en août 2013, Barack Obama a refusé d'intervenir. Alors que justement, regardez ce qu'il disait en août 2012. Nous avons été très clairs auprès du régime d'Assad, une ligne rouge serait pour nous de voir des armes chimiques être déplacées ou être utilisées. Et c'est ce que vous dites, c'est une erreur d'avoir dit ça. Les armes chimiques ont été utilisées et les États-Unis ne sont pas intervenus. Même chose avec la Russie, c'est-à-dire qu'au début de son mandat, Barack Obama voulait faire ce qu'on appelait un reset, c'est-à-dire au fond il voulait recommencer une sorte de relation plus détendue avec Poutine ou avec Medvedev. Medvedev était à l'époque le président de la Russie et Poutine le Premier ministre, parce qu'ils ont interchangé. Et puis le résultat c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui c'est pratiquement la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Pourtant, les Américains ont renoncé à leur promesse d'installer des radars en Pologne et en République tchèque. Les Américains ont été prêts à négocier sur l'OTAN, etc. Mais ça n'a rien donné. Tout le monde en fait a profité du vide laissé par les États-Unis. Et le résultat, en effet, c'est que quelle est la puissance dominante au Proche et au Moyen-Orient? Ce ne sont plus les États-Unis, c'est la Russie. Eh bien, ça, c'est le résultat de la présidence de Barack Obama. Un mot enfin sur la campagne qui va se terminer dans quelques jours, le 8 novembre. Est-ce que le phénomène Trump vous effraie ou est-ce qu'il vous dit que c'est assez rafraîchissant finalement ce qui concerne la politique américaine? C'est une question piège, parce que moi je ne suis pas américain, je ne vote pas aux États-Unis, je me contente d'observer. Bon, j'entends évidemment les arguments de Trump, j'entends les arguments d'Hillary Clinton. Bon, une fois, vous savez, que l'on est à la Maison-Blanche, on tient compte des réalités. Sous la Révolution française, on disait volontiers qu'un jacobin ministre n'est pas forcément un ministre jacobin. Donc ça veut dire que le pouvoir impose ses limites. Et c'est vrai pour Trump, mais je crois que c'est vrai aussi pour Hillary Clinton. Un mot justement qui pourrait, vous allez me le dire, résumer cette campagne. Il nous vient d'Alexis de Tocqueville et qu'il dit « Il n'y a en général que les conceptions simples qui s'emparent de l'esprit du peuple. Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. » Que pensez-vous de ça, calqué sur la campagne de Donald Trump? Je pense qu'Alexis de Tocqueville ne connaissait pas Donald Trump, ça c'est évident. C'est peut-être son père spirituel. C'est pas une révélation, mais d'un autre côté, il n'a pas tort. Parce qu'en effet, c'est une bonne observation. Mais donc, vous savez, je pense que dans les campagnes électorales, les idées simples ont beaucoup plus de chances de triompher que les idées complexes. Merci beaucoup André Caspi d'avoir accepté notre invitation. Merci.